Nous recherchons les rares mutations qui étaient si bénéfiques qu'au lieu de se perdre, elles se sont vite répandues dans la population. La sélection naturelle est plus active que les scientifiques ne l'auraient cru. En examinant le génome, on a trouvé beaucoup de zones révélatrices. Dans une étude récente, on a identifié 250 régions du génome où une sélection s'opère. On peut commencer à voir à quoi elles correspondent pour avoir une vision globale de l'évolution humaine. Si 250 zones de notre génome ont subi une récente sélection naturelle, il est clair que nous nous sommes bien plus éloignés de nos ancêtres que la science ne l'estimait. Et les modifications du fonctionnement de notre corps racontent comment notre monde a changé depuis l'apparition de notre espèce. Y a-t-il des preuves d'adaptation aux divers environnements où vit l'homme? Oui, tout à fait. Chez les populations qui ont migré depuis l'Afrique vers le nord, en Europe et en Asie, on voit de nombreuses mutations de pigmentation. La couleur de la peau s'est adaptée au climat moins lumineux. L'intéressant, c'est que ces mutations de pigmentation sont différentes en Europe et en Asie, selon les mouvements de population. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Oui, par exemple, des modifications du métabolisme suite au changement de régime alimentaire. On en observe partout. Plus récemment, on en a vu encore d'autres. En Asie, on a des différences de pilosité et de sudation, peut-être liées à la thermorégulation. Et enfin, il y a très peu de temps, sont apparues des mutations dues à l'altitude. Pardis Sabeti a découvert que le principal moteur de notre évolution, ce sont les maladies. L'exemple type, c'est la drépanocytose qui protège du paludisme. Cette mutation est apparue en Afrique au cours des 10 derniers millénaires. Quel est l'impact de ces recherches génétiques sur notre compréhension de l'évolution? C'est révolutionnaire. Avoir accès à toutes ces données et pouvoir étudier l'intégralité du génome de milliers d'individus nous permet aujourd'hui de formuler des tas d'hypothèses sur le moteur de l'évolution. On peut déceler le moindre changement et suivre chaque piste. Le génome nous offre ainsi une nouvelle source d'informations sur la façon dont le monde nous a transformés. Les principaux événements de notre passé sont inscrits dans nos gènes. Mais nos gènes ne peuvent pas nous dire si nous sommes en train de changer aujourd'hui. Quelque chose de fondamental s'est produit au cours des 200 dernières années. Quelque chose qui nous a peut-être enfin permis d'échapper au processus de la sélection naturelle. Aujourd'hui, dans le monde développé, notre mode de vie a changé du tout au tout. Si vous ne digérez pas le lait, vous pouvez boire autre chose. Avec notre abondance de nourriture, nos médicaments et nos progrès en matière d'hygiène, presque n'importe qui, quel que soit son patrimoine génétique, peut survivre assez longtemps pour transmettre ses gènes. Alors, pouvons-nous vraiment évoluer encore de nos jours ? Je me trouve dans un endroit où se cachent des indices sur notre évolution actuelle. Et je m'apprête à rencontrer quelqu'un qui pense que sur ces pierres tombales se trouve la preuve que la sélection naturelle elle-même est morte. Cet endroit montre bien que le rythme de la vie et de la mort, qui selon Darwin alimente ce moteur de l'évolution qu'est la sélection naturelle, a changé considérablement au XXIe siècle par rapport au XXe, et au XXe siècle par rapport aux 10 derniers millénaires. Pour moi, ça signifie que si la sélection naturelle n'a pas cessé, elle a du moins ralenti.
La plupart de ces tombes datent du 19e siècle ou un peu avant. Celle-ci est typique des années 1870. Cette personne est morte vers la quarantaine. Plus bas, on découvre le petit Robert, mort à 3 mois. Et un autre mort à 3 mois. Donc une forte mortalité infantile. Et ça se vérifie sur presque toutes ces pierres. Si on regarde bien, dans pas mal de ces tombes, il y a des bébés. En voilà une autre. C'est encore un jeune enfant mort à 4 ans et 5 mois. Oui, ce sont des tragédies individuelles, mais elles ont un intérêt biologique. Et les chiffres sont étonnants. À l'époque de Shakespeare, environ un bébé sur 3 en Angleterre atteignait l'âge de 21 ans. L'année de la naissance de Darwin, c'était environ un bébé sur 2. Une vraie loterie. Mais aujourd'hui, 99% des bébés en Angleterre atteignent 21 ans. Et c'est cruel à dire, mais ces enfants morts étaient le carburant de la sélection naturelle. Beaucoup sont morts du fait des gènes qu'ils portaient. Moi, par exemple, je suis asthmatique. Donc je serais probablement morte très jeune et je n'aurais pas pu transmettre mes gènes sans l'aide des médicaments modernes. À mon avis, la vraie raison de l'essoufflement de l'évolution, c'est en partie la médecine moderne, mais surtout l'ingénierie moderne. L'année où est parue De l'origine des espèces, il fallait calfeutrer les fenêtres de la chambre des communes avec des torchons trempés dans la javel, à cause de la puanteur des eaux de la Tamise. On mourait du choléra par millions. Tout ça, c'est fini. N'est-ce pas faire preuve d'arrogance et de précipitation que de nous croire affranchis de la sélection naturelle? À la prochaine catastrophe de grande ampleur, elle reviendra. Vous avez sans doute raison. Nous ignorons quel genre de catastrophe ce sera, mais les menaces ne manquent pas. L'une des plus inquiétantes est le risque épidémique. Il y a désormais tellement de gens qui voyagent dans le monde entier qu'il se pourrait qu'un fléau comme la peste noire ou le choléra réapparaisse. Nos vies ont incontestablement été transformées au cours des 200 dernières années. Protégé par la médecine et l'ingénierie, chaque individu a beaucoup plus de chances d'atteindre l'âge adulte, ce qui lui donne au moins l'occasion de transmettre ses gènes. Nous sommes donc peut-être au bout du chemin. Les progrès technologiques du siècle passé pourraient nous avoir menés au terminus de l'évolution. Mais pour que ce soit le cas, il faudrait que nous maîtrisions définitivement les maladies. Pour que la sélection naturelle fasse son retour dans le monde développé, il suffirait d'une maladie contagieuse mortelle. Nous sommes peut-être maîtres de la situation pour le moment. Mais les virus et les bactéries ne sont pas immuables. Eux aussi évoluent. Notre avenir est donc indissociable de leur devenir. Le professeur Andrew Reid étudie un virus redoutable. Il affecte les poulets et non les êtres humains, mais il a des implications inquiétantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls. On a tendance à penser que l'évolution, c'est nous contre l'environnement. Mais il y a aussi une guerre entre les espèces qui bouleverse leurs milieux respectifs. Dans leur laboratoire, Andrew et son équipe tentent de comprendre ce qui a fait évoluer le virus afin d'en tirer des enseignements pour notre propre avenir. Que nous apprennent ces poulets sur les maladies humaines? L'une des leçons de l'élevage intensif, c'est que quand on modifie radicalement un milieu, les maladies qu'on y trouvait changent aussi radicalement. J'ai du mal à imaginer que la cause de cette évolution ne soit pas liée au désir de rentabilisation de l'industrie avicole.
Andrew Reid a une théorie surprenante sur la cause de cette dangereuse évolution du virus. L'hypothèse la plus probable et sur laquelle nous travaillons, c'est qu'il s'agisse d'une conséquence de la vaccination. En vaccinant les poulets, on a fait muter le virus. Oui, garder les poulets en vie grâce à des vaccins prolonge la période de transmission. Donc le virus, malgré sa force, ne tue plus les poulets, car le vaccin l'en empêche. Mais il peut se répandre bien plus qu'avant l'arrivée des vaccins. C'est très intéressant. Ça montre que même si nous croyons nous soustraire à la sélection naturelle en utilisant des médicaments pour contrer les maladies, nous ne faisons en réalité que modifier le cadre de sélection. Oui, en tant que spécialiste de l'évolution des maladies, je ne crains pas le chômage. Le changement est constant. Des bactéries que nous pensions avoir domptées développent des résistances aux médicaments. Et certaines ne peuvent être éradiquées par aucune substance connue qui ne nous tuerait pas du même coup. L'évolution de ce virus pourrait aussi être due à l'élevage intensif qui fait vivre un grand nombre de poulets les uns à côté des autres. Or, ce changement dans l'habitat des poulets reflète l'urbanisation croissante de notre monde. Vous croyez que les virus et les bactéries seront toujours là et qu'ils orienteront notre évolution? Ils seront toujours présents. Et ce sera fascinant de voir comment ils orienteront notre évolution. Mais nous ne gagnerons jamais définitivement la guerre contre les maladies infectieuses. Grâce au travail de chercheurs comme Andrew Reid, nous échapperons peut-être aux maladies infectieuses dans l'immédiat. Mais il est peu probable que nous gardions toujours l'avantage. Certaines maladies semblent évoluer aussi vite que les armes que nous imaginons pour les combattre. Ça signifie qu'il y a une possibilité de voir tôt ou tard une maladie infectieuse particulièrement agressive se répandre, voire devenir une pandémie mondiale qui décimerait des populations, non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans le reste du monde. Et ça remettrait la sélection naturelle aux commandes. Que si certains mourraient avant d'avoir pu transmettre leurs gènes. Alors, si nous parvenons à déterminer qui fait des enfants dans chaque société, peut-être pourrons-nous deviner le visage des générations futures. Je me suis rendue dans une petite ville du Massachusetts du nom de Framingham. En apparence, ses habitants n'ont rien d'extraordinaire. Mais c'est la première ville au monde où l'évolution future des résidents n'a pas seulement été imaginée, elle a été calculée. Steven Stearns est l'homme qui a accompli cette tâche. Voilà Framingham, le lieu de vos recherches. C'est bien ça. Votre travail est révolutionnaire parce que vous étudiez l'évolution humaine à travers le prisme des tendances de fécondité. C'est ça. Ça nous a permis de découvrir des choses fascinantes. Le point essentiel, c'est que nous avons pu utiliser ces tendances pour montrer que l'évolution se poursuit encore, ici à Framingham, et qu'elle modifie des facteurs tels que la taille et le poids, l'âge auquel on a un premier enfant, l'âge de la ménopause. C'était inattendu et d'autant plus satisfaisant. Steven Stearns a choisi Framingham pour son étude parce qu'il avait accès à une quantité inouïe d'informations sur les habitants, couvrant une période de 60 ans. En regardant combien d'enfants avaient les gens grands, les gens blonds ou les gens aux yeux marrons, il a été en mesure de déterminer à quoi ressemblerait la prochaine génération. C'est une façon totalement nouvelle d'étudier l'évolution. Il est intéressant de se repencher sur la manière dont Darwin a formulé la sélection naturelle.
Darwin prenait surtout en compte la mortalité. Et ce n'est que vers la fin du XXe siècle qu'on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment la mortalité, mais plutôt le succès reproducteur qui changeait la fréquence des gènes. À la lumière de vos observations, pouvez-vous m'en dire plus sur les changements de taille et de poids auxquels on peut s'attendre? Ce qu'on a constaté, c'est que la sélection naturelle semble intervenir pour réduire la taille et légèrement augmenter le poids. Donc les gens deviennent Plus petits. plus petits et plus gros. Disons qu'ils deviennent un peu plus grassouillets. Et selon vous, s'agit-il vraiment d'un changement biologique, d'une modification génétique, ou simplement d'un phénomène culturel lié à une suralimentation? Il ne fait aucun doute que le contexte culturel a une grande influence sur le poids. Mais nous pouvons estimer la part génétique du phénomène pour la taille comme pour le poids. Nous observons un petit signal génétique et une pression sélective relativement faible. Et si ce processus perdure, ça peut engendrer un changement important. Ce n'est pas la tendance que nous attendions de l'évolution. Pourtant, c'est ainsi. Nous devenons plus petits et plus gros. Mais ce n'est peut-être pas définitif. Le plus probable, c'est que la sélection nous fait évoluer à la façon d'un yo-yo. Ça va dans une direction et puis ça repart dans l'autre. Il faut vraiment un changement important dans l'environnement pour que la tendance se poursuive. Pouvez-vous prédire autre chose? Y a-t-il d'autres caractéristiques qu'on devrait voir apparaître? La direction que nous prenons à long terme reste aujourd'hui totalement inconnue. Des évolutions rapides répondent à des changements environnementaux rapides. Notre environnement est surtout culturel. Or, la culture explose. Je crois que c'est le message à retenir de l'étude de Framingham. Nous continuons à évoluer et notre biologie va changer avec la culture. Mais nous avons forcément du mal à le voir puisque nous sommes en plein milieu du processus. Loin d'être terminée, notre évolution semble impossible à arrêter. Et les changements considérables dans notre mode de vie depuis un siècle l'ont peut-être accéléré comme jamais auparavant. L'évolution humaine est sur le point de prendre une tournure inédite. Nous allons peut-être réécrire les règles de la sélection naturelle. Nous avons atteint un point où notre technologie est en mesure d'affecter notre évolution d'une façon qui semblait impensable il y a encore quelques décennies. Nous sommes à deux doigts de pouvoir littéralement écrire notre avenir génétique. Me voici à Los Angeles, la ville dont les habitants sont déterminés à obtenir un corps parfait. Que ce soit par le sport, la chirurgie ou d'autres biais, ils recherchent tous la perfection physique. Et avec l'arrivée du génie génétique, ce but se rapproche encore. Je vais rencontrer quelqu'un qui a contribué plus que quiconque à façonner l'avenir de l'humanité. Rien que l'an dernier, il a joué un rôle central dans la création d'environ 400 nouveaux bébés. Le docteur Jeff Stenberg a participé à l'aventure du premier bébé éprouvette en 1978. Dans sa clinique de Los Angeles, il aide toujours des parents à concevoir. Ce sont tous des bébés éprouvettes? Absolument. Et il y en a des milliers d'autres. Mais désormais, il aide des couples à créer leur bébé sur mesure. Sa clinique pratique régulièrement le dépistage de maladies génétiques sur les embryons et, ce qui est plus controversé, elle a été la première au monde à permettre de choisir des critères esthétiques.
Une telle sélection de notre descendance pourrait changer le cours de notre évolution. Et tout commence par quelque chose qui m'émerveille encore profondément. Les prémices de la vie humaine. Un embryon vivant. Ici, vous serez aux premières loges pour assister à la biopsie de l'embryon. Vous prélevez une cellule pour en observer les gènes? Oui, et pour ça, nous devons séparer cette cellule des 8 autres cellules de l'embryon. Vous prélevez une cellule et l'embryon se développera quand même normalement. Comme si de rien n'était. On voit les cellules qui se sont multipliées. À ce stade, il y a quoi? 8 cellules? Oui, 8. Avec la pipette aspirante, on maintient l'embryon en place. Et là, on va percer l'enveloppe externe qui le protège. Maintenant, on peut passer au prélèvement d'une des cellules en vue de son examen génétique. On y est presque. Voilà, on a notre cellule. Et le reste de l'embryon n'est pas du tout perturbé. Vous pouvez ensuite observer les gènes de cette cellule, qui sont les mêmes que dans toutes les autres. Exact. Et vous pourrez détecter tout ce que vous recherchez dans ces gènes. Absolument. En examinant une cellule de chaque embryon, le docteur Stenberg peut savoir quels embryons sont exempts de maladies génétiques. Mais il peut aussi y rechercher d'autres caractères. Vous voyez aussi le sexe? Oui. Vous permettez donc aux gens de choisir un garçon ou une fille. Tout le monde peut choisir ici. Garçon ou fille. Et on l'a fait près de 9000 fois. Ça paraît tellement bizarre de pouvoir choisir le sexe de son bébé. Un couple qui a eu 5 filles a de quoi vouloir un garçon. Et pour les autres caractères, pas le sexe ni les prédispositions aux maladies, mais des choses comme la couleur des yeux ou des cheveux. Nous avons réussi à isoler des gènes qui déterminent la couleur des yeux et des cheveux chez les Scandinaves. Nous l'avons annoncé et nous avons commencé à avoir des demandes. Mais nous avons aussi reçu de nombreuses réactions très réticentes, dont celle de l'Église catholique. Les gens n'étaient pas prêts. Nous avons donc reculé. Nous pouvons le faire, mais nous ne le faisons pas. La technologie existe déjà pour faire un bébé sur mesure? On peut choisir son sexe, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, et aussi son intelligence? De notre vivant, nous verrons de grandes avancées dans la détermination de l'origine de l'intelligence. Nous identifierons les gènes qui y sont associés. Nous ne pourrons peut-être pas garantir qu'un embryon donnera une personne intelligente, mais nous saurons s'il est porteur des chromosomes qui favorisent le développement d'une intelligence supérieure. Vous croyez que c'est une bonne idée? Je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que nous ne fonçons pas tête baissée. Nous avons besoin d'une aide extérieure, une aide des éthiciens, des généticiens et aussi de la société. Cela dit, si on veut savoir ce que l'avenir réserve, c'est ici qu'il se dessine. J'ai l'impression que nous sommes à un tournant pour l'avenir de l'humanité. Nous sommes sur le point d'être capables de modifier génétiquement notre avenir. C'est quelque chose que l'évolution n'a jamais connu sur cette planète. Une espèce qui prend son destin en main comme ça. Ça jouera un rôle énorme dans notre évolution, et tant mieux. Comme vous le faites remarquer, il faut se méfier des dérives. Mais à mon avis, ces techniques vont nous être de plus en plus bénéfiques. Il me paraît évident qu'il sera impossible d'y échapper dans notre évolution future. La technologie est là, elle ne va pas disparaître. Les problèmes technologiques et éthiques liés au génie génétique ont beau être nombreux. Cette capacité à manipuler notre génome modifiera sans doute en profondeur notre évolution future. Nous nous apprêtons à ouvrir un tout nouveau chapitre dans l'histoire de notre espèce. Il est
clair que nous ne cesserons jamais d'évoluer. Mais notre évolution dépend de la façon dont le monde change et dont nous le transformons. Or, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons n'a jamais changé aussi vite. Par conséquent, nous évoluons peut-être plus vite que jamais auparavant. Qui sait où cela nous entraînera? Il y a en tout cas quelque chose d'inéluctable dans notre avenir. À long terme, le monde qui nous entoure connaîtra un changement spectaculaire. Et lorsque ce moment viendra, il y aura deux possibilités. Soit nous évoluerons radicalement, soit nous mourrons. Dans les deux cas, l'être humain tel qu'il est aujourd'hui n'existera plus. L'être humain est exceptionnel, mais pas tant que ça. 99,5% des animaux ont disparu et je suis sûr que le même sort nous attend. Une catastrophe planétaire pourrait tous nous éradiquer. Mais si certains parvenaient à survivre et à s'adapter à leur nouvel environnement, ils prolongeraient notre voyage à travers l'évolution, un voyage entamé il y a 3,5 milliards d'années. Nous cesserons d'exister sous notre forme actuelle. Mais ça nous est déjà arrivé. Par rapport à l'homme des cavernes, nous sommes un nouvel animal. Même en considérant le terme humain dans son acception la plus large, nous sommes très différents de nos lointains ancêtres. Et nos descendants le seront sans doute également de nous. Nous ne représentons ni le sommet de l'évolution, ni son terminus. Nous sommes un chapitre de l'Odyssée de la vie sur Terre. Et l'évolution se poursuivra aussi longtemps que la planète pourra abriter la vie. Notre espèce n'est qu'une toute petite brindille sur l'immense arbre de la vie. Et c'est une brindille qui pousse encore, qui change encore, et qui, à mon avis, n'est pas près d'être coupée. L'apparition d'un territoire nouveau précède immanquablement sa colonisation. Lorsqu'en 1963, près des côtes islandaises, une éruption volcanique forme l'île de Surtsey, l'accès en est immédiatement interdit aux hommes. Seuls quelques scientifiques patentés y poseront le pied pour observer l'implantation des espèces pionnières. L'histoire de la vie sur l'île Surtsey commence avec l'arrivée de micro-organismes et d'une mouche portée par les flots et les vents. Puis, quelques oiseaux de passage répartissent des graines venues d'ailleurs et fertilisent le sol de leur déjection. Et aujourd'hui, plusieurs centaines d'espèces, oiseaux, plantes et invertébrés organisent un véritable écosystème. La colonisation de Surtsey raconte comment la biodiversité d'un territoire stérile s'enrichit peu à peu de nouveaux organismes. Jusqu'à l'arrivée possible d'une espèce plus compétitrice qui pourrait s'accaparer ressources et habitats. On CNN, Christiane Amanpour gets you answers. There is so much going on, and there's so many questions about what precisely it all means to all of us. CNN News Centre with Aisha Sasay digs into the day's big stories. We've got the news covered from every angle. Our big stories right now. Then Becky Anderson connects the world. We look at how individual stories resonate globally. It's your evening lineup.
weeknights on CNN. Get to know China from the inside, looking out. Each month, CNN's Christy Lustout drives the discussion on the world's newest superpower. On our premiere, we push back the veil of the Chinese Communist Party, just as its major leadership transition takes shape. We're at a political and historical juncture where the party has to seriously consider its role and how to move forward. See the country as you've never seen it before on China with Christy Lustout, Wednesday only on CNN. Go beyond borders. This is CNN. He's one of the greatest to have ever played the game of basketball, but does LBJ...